Pourquoi certaines usines parviennent-elles à transformer leur chaleur perdue en électricité, alors que la plupart des bâtiments la laissent simplement s'échapper dans l'air? En Chine, une nouvelle centrale vient de répondre à cette question d'une manière qui pourrait bien changer la façon dont nous produisons de l'énergie, et même la façon dont nous pensons la chaleur dans nos propres maisons. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'est réellement cette turbine au CO2 supercritique, comment elle fonctionne, pourquoi elle intéresse autant les ingénieurs du monde entier, et surtout, ce que ce principe physique peut vous apprendre pour garder votre logement plus frais et plus économe en énergie. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une technologie déjà en fonctionnement, avec ses avantages réels et ses limites tout aussi réelles. Restez jusqu'à la fin, car la dernière partie de cette vidéo vous montrera comment le même principe de récupération de chaleur s'applique à petite échelle chez vous. Chaque jour, d'immenses quantités de chaleur sont produites puis simplement perdues. Une aciérie chauffe l'air à des centaines de degrés pour transformer le minerai, puis rejette cette chaleur dans l'atmosphère par des cheminées. Une centrale électrique classique convertit du combustible en vapeur, actionne une turbine, puis évacue encore une chaleur résiduelle considérable. Ce phénomène a un nom simple, la chaleur fatale. C'est de l'énergie qui a déjà été produite, mais qui n'est jamais utilisée. Ce même principe existe à l'échelle d'une maison. Un four de cuisine, un sèche-linge, ou même l'air chaud qui s'échappe par une fenêtre mal isolée, représentent tous une forme de chaleur perdue. La différence, c'est l'échelle. Ce que la Chine vient de démontrer, c'est qu'il est possible de récupérer cette chaleur perdue à l'échelle industrielle, avec une efficacité qui a surpris de nombreux spécialistes. Pour comprendre cette technologie, il faut d'abord comprendre un état de la matière peu connu du grand public, l'état supercritique. Quand on chauffe et que l'on comprime le dioxyde de carbone à un niveau précis de température et de pression, il n'est plus ni tout à fait un gaz, ni tout à fait un liquide. Il devient un fluide hybride, aussi dense qu'un liquide, mais capable de circuler presque aussi librement qu'un gaz. Cette combinaison le rend particulièrement efficace pour transporter la chaleur. Dans une turbine classique, on chauffe de l'eau pour produire de la vapeur qui fait tourner les pales. C'est un principe vieux de 2 siècles. Avec le CO2 supercritique, le même rôle est joué par un fluide beaucoup plus dense, ce qui permet de transférer davantage d'énergie avec des équipements plus petits. Le projet chinois, développé par la China National Nuclear Corporation, a été installé dans un complexe sidérurgique de la province du Guizhou. Le principe est direct. Les gaz d'échappement chaud, issus des hauts fourneaux, qui seraient normalement perdus, servent à chauffer le CO2 dans un circuit fermé. Ce fluide se dilate, actionne une turbine, puis est refroidi et recomprimé pour recommencer le cycle. Une première unité de 15 MW a été mise en service fin 2025, suivie d'une seconde unité de même puissance quelques mois plus tard, portant la capacité totale du site à 30 MW. C'est peu comparé à une grande centrale électrique classique, mais il s'agit avant tout d'une démonstration technologique à échelle réelle, pas d'un simple prototype de laboratoire. Pourquoi cette technologie intéresse autant les ingénieurs? 3 avantages reviennent régulièrement dans les analyses de ce projet. Le premier concerne l'efficacité. Le CO2 supercritique transporte la chaleur plus efficacement que la vapeur d'eau, ce qui permettrait, selon les données communiquées, de convertir une part plus importante de la chaleur disponible en électricité utile par rapport à un cycle vapeur classique. Le deuxième avantage est la compacité. Comme le fluide est plus dense, les turbines nécessaires sont beaucoup plus petites que leurs équivalents à vapeur, pour une puissance comparable. Cela réduit l'espace nécessaire et peut simplifier certaines installations. Le troisième avantage, souvent sous-estimé, est l'absence d'eau dans le circuit de travail. Les centrales thermiques classiques consomment énormément d'eau pour produire de la vapeur et refroidir leur circuit. Un système fonctionnant en circuit fermé au CO2 réduit cette dépendance, ce qui représente un atout important dans les régions où l'eau devient une ressource sous tension. Il faut cependant rester prudent. Ces chiffres d'efficacité proviennent des communications du porteur du projet et des premiers résultats d'exploitation. Comme pour toute technologie récente, une évaluation indépendante sur une durée plus longue permettra de confirmer ses performances dans des conditions industrielles variées. Aucune technologie n'est parfaite, et celle-ci ne fait pas exception. Le CO2 supercritique fonctionne à des pressions très élevées, de l'ordre de plusieurs centaines de fois la pression atmosphérique, et à des températures pouvant dépasser 500 degrés. Ces conditions extrêmes exercent une contrainte considérable sur les matériaux. De plus, dans cette installation précise, le fluide chauffant provient de gaz d'échappement industriels, qui contiennent des impuretés comme des oxydes de soufre, des oxydes d'azote et des particules. Ces éléments peuvent accélérer la corrosion des composants métalliques exposés à la chaleur et à la pression. C'est un défi technique connu des ingénieurs travaillant sur ce type de cycle, et la durabilité des équipements sur le long terme reste un point à surveiller.
En clair, cette technologie est prometteuse, mais elle est encore jeune. Son véritable test sera sa capacité à fonctionner de manière fiable pendant des années, pas seulement pendant les premiers mois de mise en service. Ce que cela signifie pour le secteur de l'énergie, si cette technologie confirme ses promesses à plus grande échelle, ses applications pourraient dépasser largement le cadre de la sidérurgie. Les ingénieurs qui travaillent sur ce sujet évoquent notamment son utilisation potentielle dans les centrales nucléaires, où le remplacement du cycle vapeur classique par un cycle au CO2 supercritique pourrait améliorer le rendement global de conversion de la chaleur en électricité. On peut aussi imaginer des applications dans d'autres industries lourdes, comme la cimenterie ou la production de verre, partout où de grandes quantités de chaleur résiduelle sont aujourd'hui gaspillées. Mais il faut le dire clairement, ces usages restent, pour l'instant, à l'état de perspective. Rien ne garantit un déploiement rapide ou généralisé. L'histoire de l'innovation énergétique est remplie de technologies prometteuses qui ont mis des décennies à s'imposer, ou qui ne se sont jamais imposées du tout. Vous vous demandez peut-être ce qu'une centrale industrielle en Chine a à voir avec la fraîcheur de votre salon. En réalité, le principe qui rend cette turbine intéressante est exactement le même que celui qui rend certaines maisons plus efficaces que d'autres. Ne pas gaspiller la chaleur, mais la gérer intelligemment. À l'échelle industrielle, on parle de récupérer la chaleur perdue d'une aciérie pour produire de l'électricité. À l'échelle domestique, ce même principe existe sous une forme beaucoup plus accessible. La ventilation mécanique à double flux avec récupération de chaleur. Ce système capte la chaleur de l'air vicié, extrait de votre logement pour préchauffer l'air neuf entrant, au lieu de la laisser s'échapper. Ce n'est évidemment pas une turbine, mais le principe de fond est identique. Au lieu de perdre de l'énergie thermique, on la redirige vers un usage utile. Ce que la physique de la chaleur nous apprend pour l'été, ce projet chinois nous rappelle une règle fondamentale de la thermodynamique. La chaleur se déplace toujours d'un point chaud vers un point froid, et elle ne disparaît jamais. Elle se transforme ou se déplace. Comprendre ce principe change la manière d'aborder le confort thermique chez soi. Plutôt que de simplement combattre la chaleur avec de la climatisation, une approche plus efficace consiste à limiter les gains de chaleur en amont, puis à évacuer ou récupérer intelligemment celle qui est produite ou qui pénètre malgré tout. C'est exactement la logique derrière l'architecture bioclimatique. On ne lutte pas contre la physique, on travaille avec elle. Isolation thermique, la première ligne de défense. Avant même de penser à récupérer ou évacuer la chaleur, il faut limiter celle qui entre. Une isolation de qualité au niveau de la toiture, des murs et des fenêtres réduit considérablement les apports de chaleur en été, tout comme les pertes en hiver. Les toitures, en particulier, reçoivent un rayonnement solaire intense et peuvent transmettre une chaleur importante si elles sont mal isolées. Cette solution dépend fortement du climat et du type de logement. Dans une région très chaude et sèche, une isolation associée à une forte inertie thermique donne d'excellents résultats. Dans une région chaude et humide, la gestion de la ventilation devient tout aussi importante que l'isolation, car l'humidité stagnante pose ses propres problèmes. Ventilation naturelle. Faire circuler l'air intelligemment. La ventilation naturelle repose sur un principe simple. Créer un mouvement d'air en exploitant les différences de température et de pression, sans recourir à un système mécanique énergivore. Ouvrir des fenêtres opposées pour créer un courant d'air traversant, ou utiliser l'effet de cheminée en laissant l'air chaud s'échapper par le haut d'un logement pendant que l'air plus frais entre par le bas, sont des techniques ancestrales toujours efficaces aujourd'hui. Cette approche fonctionne particulièrement bien tôt le matin et tard le soir, quand l'air extérieur est plus frais que l'air intérieur. En pleine journée, dans une vague de chaleur, il est souvent préférable de fermer les ouvertures et de s'appuyer sur l'inertie thermique du bâtiment plutôt que de laisser entrer l'air chaud extérieur. L'inertie thermique, un allié discret. Les matériaux à forte inertie thermique comme la pierre, le béton ou la terre crue absorbent la chaleur pendant la journée et la restituent lentement, souvent plusieurs heures plus tard. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines maisons traditionnelles en pierre restent fraîches même en pleine canicule. Cette stratégie fonctionne bien dans les climats à forte amplitude thermique entre le jour et la nuit, typique des régions méditerranéennes ou semi-arides. Dans un climat tropical humide, où les températures nocturnes restent élevées, l'inertie thermique seule perd une partie de son efficacité, car le bâtiment n'a pas l'occasion de se refroidir suffisamment la nuit. Les matériaux et les couleurs qui réduisent la chaleur, le choix des matériaux de revêtement extérieur influence directement la quantité de chaleur absorbée par un bâtiment. Les surfaces claires et réfléchissantes renvoient une plus grande partie du rayonnement solaire, tandis que les surfaces sombres l'absorbent et la retransmettent sous forme de chaleur. Repeindre une toiture ou une façade dans une teinte plus claire, quand cela est possible et adapté au style architectural local, peut réduire la température de surface de manière notable.
Cette technique a des limites. Elle ne remplace pas une isolation performante, et son efficacité varie selon l'orientation du bâtiment, l'ensoleillement local et le type de matériaux utilisés. Conseils pratiques pour appliquer ces principes chez vous. Commencez par identifier les points faibles de votre logement en matière de chaleur. Les combles mal isolés et les fenêtres simple vitrage sont souvent les premiers responsables des surchauffes estivales. Une isolation des combles reste, dans de nombreux climats tempérés à chaud, l'une des interventions les plus rentables. Utilisez des rideaux ou des volets extérieurs sur les fenêtres exposées au soleil direct, en particulier côté sud et ouest selon l'hémisphère. Un vitrage protégé de l'extérieur bloque la chaleur avant même qu'elle n'entre, ce qui est plus efficace qu'un rideau intérieur. Profitez des heures fraîches pour ventiler et fermez le logement pendant les heures les plus chaudes, surtout si vos murs offrent une bonne inertie thermique. Si votre logement dispose d'une ventilation mécanique, renseignez-vous sur les systèmes à récupération de chaleur qui appliquent, à très petite échelle, la même logique que la centrale chinoise évoquée plus tôt dans cette vidéo. Enfin, gardez à l'esprit que chaque logement est différent. L'orientation, le climat local, les matériaux de construction et même la végétation environnante influencent fortement l'efficacité de chacune de ces solutions. Ce qui fonctionne parfaitement dans une maison en pierre du sud de la France ne donnera pas nécessairement les mêmes résultats dans un appartement moderne en climat tropical. Ce qu'il faut retenir, cette turbine chinoise au CO2 supercritique illustre une idée simple mais puissante. La chaleur que l'on considère comme perdue peut souvent être récupérée, redirigée ou simplement mieux gérée. À l'échelle industrielle, cela se traduit par une nouvelle génération de centrales plus compactes et potentiellement plus efficaces, même si des défis techniques, notamment liés à la corrosion des matériaux, restent à surmonter dans la durée. À l'échelle de votre logement, le même principe s'applique à travers l'isolation, la ventilation naturelle, l'inertie thermique et les systèmes de récupération de chaleur. Aucune de ces solutions n'est magique, et chacune dépend de votre climat, de votre type de logement, et de la manière dont vous les mettez en œuvre. Mais combinées intelligemment, elles peuvent réduire significativement votre dépendance à la climatisation. N'hésitez pas à expérimenter ces principes chez vous, en commençant par les gestes les plus simples et les plus sûrs, comme la ventilation nocturne ou la protection des fenêtres exposées au soleil. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.